Deuxième partie, prendre le contrôle, le plan directeur. Chapitre 14. L'influence suprême, votre plan directeur. Élémentaire, mon cher Watson, avec toutes nos excuses à Sir Arthur Conan Doyle. La plus grande satisfaction que puisse me procurer mon travail est d'avoir l'occasion d'élucider le mystère du comportement humain et de pouvoir proposer des solutions qui expliquent les différences dans la qualité de vie des gens. Chercher, derrière les apparences, le pourquoi du comportement d'une personne, découvrir ses croyances profondes, ses interrogations, ses métaphores, ses références et ses valeurs me fascinent. Toutefois, dans la mesure où j'ai le talent pour obtenir des résultats immédiats et mesurables, j'ai appris à repérer rapidement les éléments de motivation qui favorisent le changement. Chaque jour, tel un Sherlock Holmes, je fouine dans tous les recoins pour trouver le moindre détail qui me permettra de réunir les pièces de l'énigme de l'expérience de chacun. On dira peut-être que je suis un détective très privé. Le comportement humain fournit des indices aussi révélateurs qu'un revolver fumant. Les indices sont parfois plus subtils et ne se laissent découvrir qu'après une recherche plus poussée. Cependant, malgré la grande diversité du comportement humain, on peut réduire celui-ci à des schémas composés d'éléments clés bien précis. C'est d'ailleurs ce qui explique mon succès. Avec une certaine connaissance de ces principes organisateurs, nous avons le pouvoir non seulement de changer les gens, mais aussi de comprendre pourquoi ils agissent d'une certaine façon. Comprendre le plan directeur qui se cache derrière tout comportement humain est une science, au même titre que la chimie ou la physique. Une science gérée par des lois et des schémas d'action et de réaction prévisibles. On peut comparer le plan directeur, c'est-à-dire les 5 composantes qui déterminent la manière d'évaluer les événements de la vie, à une sorte de tableau périodique des éléments du comportement humain. Tout comme on peut décomposer la matière physique en quelques unités élémentaires, il en va de même pour analyser le processus du comportement humain. C'est la combinaison et l'agencement de ces éléments, la façon dont nous les utilisons, qui font que nous sommes des êtres uniques. Certaines combinaisons donnent des résultats très explosifs, tandis que d'autres ont un effet neutralisant, catalyseur ou paralysant. Emportés dans le tourbillon de la vie de tous les jours, la plupart d'entre nous sont inconscients de notre philosophie personnelle et de l'influence qu'elle exerce pour évaluer ce que les choses représentent pour nous. La deuxième partie de ce livre est destinée à vous aider à prendre en main votre plan directeur d'évaluation, c'est-à-dire la force qui contrôle votre façon de penser et votre façon d'agir à chaque instant de votre vie. Lorsque vous comprenez le plan directeur des autres, vous pouvez saisir immédiatement la valeur d'une personne, qu'il s'agisse de votre partenaire, de votre enfant, de votre patron ou de votre associé, et même des gens que vous côtoyez dans la vie de tous les jours. Quel don extraordinaire que celui de comprendre les forces qui motivent ceux qui vous sont chers, même les vôtres. Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir aller au-delà de vos discussions et de vos mésententes avec les autres et comprendre les raisons de leur comportement afin d'arriver, sans porter de jugement, à rétablir la communication avec ce qu'ils sont vraiment? En général, lorsqu'un enfant est maussade, on attribue son comportement à la fatigue plutôt qu'à une mauvaise disposition. Dans un couple, il est particulièrement important de tenir compte du stress de la vie de tous les jours afin de vous appuyer mutuellement et de renforcer le lien qui vous a unis. Si votre partenaire subit beaucoup de stress au travail et laisse libre cours à ses frustrations, ne concluez pas que votre mariage est un échec. Il s'agit plutôt d'un signe que vous devez être plus attentif à la personne que vous aimez et que vous devez lui apporter le soutien dont elle a besoin. Après tout, vous ne fondez pas votre jugement du marché boursier sur les résultats d'une seule journée au cours de laquelle l'indice Dow Jones a chuté de 20 points. De la même manière, il faut éviter de juger une personne à partir d'un incident isolé. Les gens représentent plus que leur comportement. Pour comprendre ceux qui nous entourent, il faut comprendre leur plan directeur, lequel nous permet à son tour de saisir leur façon personnelle de raisonner. Nous suivons tous un système ou une méthode pour déterminer le sens des choses et ce que nous devons faire dans presque toutes les situations de la vie. Nous ne devons pas oublier que les gens n'accordent pas tous la même importance aux mêmes choses et que leur évaluation des événements dépend de leur perspective et de leur conditionnement. Imaginez que vous faites un mauvais service au tennis. De votre point de vue, c'est une gaffe. Du point de vue de votre adversaire, c'est un coup formidable, pour lui. Pour le juge de ligne, le service n'est ni bon ni mauvais.
il est à l'intérieur ou à l'extérieur. Que se passe-t-il lorsque nous frappons un mauvais coup? Nous nous mettons à généraliser et, plus souvent qu'autrement, d'une façon qui nous prive de pouvoir. De la remarque « quel mauvais service » nous passons à « je rate tous mes services aujourd'hui ». Avec une telle attitude, les services suivants risquent d'être tout aussi mauvais. Puis, la généralisation prend de l'ampleur et nous nous disons « je n'ai jamais eu de bon service, je n'ai jamais été très doué pour le tennis, je n'arrive jamais à apprendre quoi que ce soit, je suis complètement nul ». Présenté ainsi, ce glissement paraît ridicule, mais n'est-ce pas ce qui se produit à plusieurs égards dans notre vie? Si nous ne maîtrisons pas notre processus d'évaluation, il s'emballe et nous entraîne dans une spirale de dénigrement de soi. Les évaluations supérieures créent l'excellence de la vie. Dans notre culture, les gens qui connaissent le plus de succès possèdent tous une caractéristique en commun. Ils font des évaluations supérieures. Songez à quelqu'un que vous considérez comme un maître dans un domaine particulier, les affaires, la politique, le droit, les arts, les relations humaines, la santé, la spiritualité, etc. Qu'est-ce qui l'a conduit au sommet? Pourquoi le procureur Jerry Spence a-t-il gagné presque tous ses procès au cours des 15 dernières années? Pourquoi Bill Cosby réussit-il à amuser son public chaque fois qu'il monte sur scène? Pourquoi la musique d'Andrew Lloyd Webber est-elle aussi parfaite? La réponse est fort simple. Toutes ces personnes ont fait des évaluations supérieures dans leur domaine de compétences respectifs. Spence a approfondi sa compréhension des mécanismes qui règlent les émotions et les décisions humaines. Cosby a consacré plusieurs années à mettre au point les références et les règles clés qui lui permettent d'utiliser le moindre élément de son environnement pour faire rire les gens. Chez Weber, c'est la maîtrise de la mélodie, de l'orchestration et de l'arrangement qui lui permet d'écrire une musique qui nous touche profondément. Prenez l'exemple de Wayne Gretzky, des Kings de Los Angeles. Il a marqué plus de buts que n'importe quel autre joueur de la Ligue nationale de hockey. Est-ce parce qu'il est le joueur le plus imposant, le plus fort ou le plus rapide de la Ligue? De son propre aveu, la réponse à ces trois questions est négative. Pourtant, il vient régulièrement en tête des marqueurs de points de la Ligue. Lorsqu'on lui demande quel est le secret de son succès, il répond que, contrairement à la plupart des joueurs qui vont là où se trouve la rondelle, lui se rend là où se dirige la rondelle. À tout moment, sa capacité de prévoir, c'est-à-dire d'évaluer la vitesse et la direction de la rondelle, de même que les stratégies et les déplacements des joueurs, lui permettent de se placer dans la meilleure position pour marquer. Sir John Templeton, le doyen du placement international, est l'un des gestionnaires financiers les plus respectés au monde. Ses succès au cours des 50 dernières années n'ont jamais été égalés. Une somme de 10 000 $ investie en 1954 dans le fonds de croissance Templeton vaudrait 2,2 millions de dollars aujourd'hui. Si vous voulez que Sir John s'occupe lui-même de votre portefeuille, vous devez investir une somme minimale de 10 millions de dollars. Son client le plus important lui a confié une somme d'1 milliard de dollars. Comment Templeton est-il devenu l'un des meilleurs conseillers financiers de tous les temps? Lorsque je lui ai posé la question, il m'a répondu « grâce à ma capacité de juger la vraie valeur d'un placement ». C'est ce qu'il a réussi à faire malgré l'instabilité des cours boursiers et les fluctuations du marché à court terme. La richesse est le résultat d'évaluations efficaces. J'ai étudié et j'ai pris comme modèle de nombreux autres conseillers financiers importants, notamment Peter Lynch, Robert Prechter et Warren Buffett. Pour s'aider dans ses évaluations financières, Buffett utilise une métaphore qu'il a apprise de son ami et maître à penser, Ben Graham. Pour lui, les fluctuations du marché boursier sont l'œuvre d'un homme très conciliant du nom de Monsieur Marché, son partenaire. Ses cours sont irrémédiablement instables. Pourquoi? Parce que le pauvre homme souffre d'un trouble émotionnel incurable. Parfois il est euphorique et nous ne voyons que les facteurs favorables à la poursuite des affaires. Lorsqu'il est d'humeur égale, il cote un prix d'achat et de vente très élevé, de crainte que vous ne lui arrachiez ses avoirs et ne le priviez de ses gains. À d'autres moments, il est déprimé et voit l'avenir tout en noir, tant pour les affaires que pour le monde. Dans ces moments-là, il fixe des prix très bas, de peur que vous ne tentiez de lui refiler ses titres. Mais, comme Cendrillon au bal, il y a une chose dont vous devez vous méfier, sinon tout redeviendra citrouille et souris. Monsieur Marché est là pour vous servir et non pour vous guider. C'est son portefeuille et non sa sagesse qui vous est utile. S'il est d'humeur frivole, vous avez le choix de ne pas en tenir compte ou de profiter de lui, mais ne commettez jamais l'erreur d'agir sous son influence. En effet,
Si vous n'êtes pas convaincu de connaître et de savoir évaluer votre affaire mieux que Monsieur Marché, vous n'êtes plus à la hauteur. Évidemment, Buffett n'évalue pas ses décisions de placement de la même manière que ceux qui s'inquiètent follement lorsque le marché s'effondre ou qui frisent l'euphorie lorsqu'il connaît une hausse spectaculaire. Comme sa méthode d'évaluation est différente, il obtient de meilleurs résultats. Dans n'importe quel domaine, les personnes qui réussissent mieux que nous savent mieux évaluer le sens des événements et la façon dont elles doivent réagir. Il ne faut jamais oublier que l'influence de nos évaluations ne se limite pas au hockey ou aux finances. Votre façon d'évaluer ce que vous allez manger pour votre dîner pourrait déterminer votre longévité et votre qualité de vie. Si vous évaluez mal l'éducation que vous donnez à vos enfants, vous pourriez en souffrir toute votre vie. Une relation d'amour ou d'amitié peut être détruite lorsqu'on ne comprend pas le processus d'évaluation de l'autre. Votre but consiste donc à savoir évaluer toutes les facettes de votre vie, de manière à faire des choix qui produisent systématiquement les résultats que vous souhaitez. Malheureusement, nous hésitons à prendre ce processus en main car il nous paraît très complexe. Heureusement, j'ai mis au point une méthode qui le simplifie et nous permet de redresser la situation et de diriger nos propres méthodes d'évaluation et, par conséquent, notre destinée. Voici un bref survol des 5 éléments d'une évaluation. Certains vous sont déjà connus, tandis que les autres seront examinés dans le chapitre qui suit. Vous trouverez ci-dessous une flèche pointée vers 2 cibles identiques. Le diagramme illustre le fonctionnement de notre plan directeur d'évaluation. Revoyons les 5 éléments un à un et ajoutons-les tour à tour au diagramme à mesure que nous avançons. 1. Le premier élément qui influence toute évaluation est l'état émotionnel et psychologique dans lequel vous êtes lorsque vous faites cette évaluation. La même remarque peut vous faire rire ou pleurer selon les circonstances. Où est la différence ? Elle réside dans votre état émotionnel. Selon que vous vous sentez craintif ou euphorique, vous interpréterez différemment des bruits de pas sous votre fenêtre, suivis du craquement d'une porte qui s'ouvre. Votre réaction, trembler sous une couverture ou vous précipiter à la porte les bras ouverts, sera le fait de l'évaluation que vous ferez de ces bruits. Donc, pour faire de meilleures évaluations, nous devons nous assurer que nous sommes dans un état d'esprit extrêmement positif et dynamisant avant de prendre des décisions importantes sur le sens des choses et sur ce que nous devons faire. Le deuxième élément du plan directeur est l'ensemble des questions que nous nous posons. Celles-ci sont la première expression de nos évaluations. N'oubliez pas que votre cerveau évalue le moindre événement de votre vie en se demandant « Qu'est-ce qui se passe ? Que signifie cette situation ? De la douleur ou du plaisir ? Comment puis-je faire pour éviter, pour minimiser ou pour éliminer la douleur et augmenter le plaisir ? Quelles sont les raisons qui vous motivent à demander à quelqu'un de sortir avec vous ? Votre évaluation dépend, en grande partie, de la question que vous vous posez lorsque vous songez à aborder cette personne. Si vous vous dites « Ne serait-il pas formidable de connaître cette personne ?» vous serez plus motivé à l'aborder que si vous vous demandez « Si elle me rejetait ? Si je l'offensais ? Et si j'étais blessé ?» Car ces questions déclencheront en vous une série d'évaluations qui vous feront manquer une belle occasion de rencontrer une personne à laquelle vous vous intéressiez vraiment. Ce sont aussi les questions que vous vous posez qui déterminent ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette. Si vous vous demandez ce que vous pourriez manger maintenant pour obtenir un regain d'énergie, vous serez porté à choisir des aliments hautement transformés, sans grande valeur nutritive. Si, au contraire, vous vous demandez ce que vous pourriez manger de nourrissant, vous choisiriez de préférence des aliments comme des fruits, des jus, des légumes et des salades. Votre état de santé dépend en partie de vos habitudes alimentaires, de votre propension à manger régulièrement une friandise ou à prendre un verre de jus fraîchement pressé. Cette décision est le résultat de votre méthode d'évaluation. La question que vous vous posez joue un rôle important dans ce processus. 3. Le troisième élément qui influence vos évaluations est votre sens des valeurs. Dans la vie, chacun d'entre nous a appris à accorder plus d'importance à certaines émotions qu'à d'autres. Nous cherchons tous à obtenir du plaisir et à éviter la douleur. Mais notre expérience nous a appris un système de codification unique pour représenter le plaisir et la souffrance. Ce système se fonde sur nos valeurs. Par exemple, une personne peut avoir appris à associer sécurité et plaisir, tandis qu'une autre y voit une source de souffrance parce que sa famille était tellement obsédée par la sécurité qu'elle n'a jamais connu le moindre sentiment de liberté. Certaines personnes cherchent la réussite tout en évitant le rejet à tout prix. Voyez-vous comment ce conflit de valeurs peut paralyser ou frustrer une personne ?
Les valeurs que vous adoptez façonnent toutes les décisions que vous prendrez au cours de votre vie. Dans le chapitre suivant, nous aborderons deux types de valeurs. Les états émotionnels liés au plaisir, ceux que nous recherchons, des valeurs comme l'amour, la joie, la compassion, l'enthousiasme, et les états émotionnels liés à la douleur, ceux que nous cherchons à éviter, comme l'humiliation, la frustration, la dépression et la colère. C'est la dynamique créée entre ces deux objectifs qui détermine l'orientation de notre vie. 4. Le quatrième élément du plan directeur est l'ensemble de nos croyances. Les croyances globales nous procurent un sens des certitudes sur nos sentiments et ce que nous pouvons attendre de nous-mêmes, de la vie et des autres. Nos règles sont les conditions préalables essentielles pour que nous ayons le sentiment que nos valeurs soient respectées. Ainsi, certaines personnes croient que, si on aime, alors on n'élève jamais la voix. Selon cette règle, aussitôt qu'une personne élève la voix, c'est qu'elle n'aime pas. Cette affirmation peut être totalement fausse, mais c'est la règle qui dictera l'évaluation de la situation et, de ce fait, les perceptions et l'expérience de la réalité de la personne qui y souscrit. Voici d'autres exemples de règles limitatives. Si vous avez du succès, alors vous devez gagner des millions de dollars. Ou, si vous êtes un bon parent, alors vous n'avez jamais de conflit avec vos enfants. Nos croyances globales déterminent nos attentes et vont même jusqu'à contrôler la nature des évaluations que nous sommes disposés à faire. La puissance de l'ensemble de ces croyances définit ce qui nous procure du plaisir et nous fait souffrir. Elles sont un élément clé de toutes les évaluations d'une vie. 5. Le cinquième élément du plan directeur est le fouillis d'expériences de référence auxquelles nous avons accès par l'intermédiaire du gigantesque fichier que nous appelons le cerveau. C'est là que vous avez enregistré toutes les expériences de votre vie et tout ce que vous avez imaginé. Ces références constituent la matière première à partir de laquelle nous construisons nos croyances et nous prenons nos décisions. Pour décider de la signification d'un événement quelconque, nous devons le comparer à quelque chose. Cette situation est-elle bonne ou mauvaise? Pensez à l'exemple du tennis que j'ai utilisé au début de ce chapitre. Est-il bon ou mauvais? Par rapport à quoi? Comment comparer cet exemple à ce que font vos amis? Comment se compare-t-il à la pire situation dont vous ayez jamais entendu parler? Vous disposez d'innombrables références chaque fois que vous prenez une décision. C'est le choix que vous faites parmi toutes ces références qui déterminent le sens de cette expérience. Ce que vous en pensez est, dans une certaine mesure, la façon dont vous y réagissez. Incontestablement, les références façonnent nos croyances et nos valeurs. Imaginez la différence qu'il y a entre un enfant qui a grandi dans un milieu où il avait l'impression d'être constamment maltraité et un enfant entouré de l'amour inconditionnel de sa famille. De quelle manière ces perceptions peuvent-elles teinter les croyances ou les valeurs d'une personne, sa façon de considérer la vie et les gens? Si vous avez appris à faire du parachutisme en chute libre dès 16 ans, il est possible que vous ayez sur l'aventure des idées et des valeurs différentes de celles d'un garçon qui a été rabroué dès qu'il voulait apprendre quelque chose de nouveau. Souvent, les experts ne sont que des gens qui ont plus de références que vous sur la clé du succès ou de l'échec dans un domaine donné. Il est clair qu'avec 40 années d'expérience, John Templeton dispose d'un plus grand nombre de références qui l'aideront à décider de la valeur d'un placement qu'une personne qui investit pour la première fois. C'est en accumulant des références supplémentaires que nous pouvons maîtriser n'importe quel sujet. Pourtant, que nous ayons ou non beaucoup d'expérience, il existe un nombre illimité de façons d'agencer nos références pour en faire des croyances et des règles dynamisantes ou limitatives. Chaque jour, vous et moi avons la chance d'apprendre de nouvelles références qui nous aident à affirmer nos croyances, à raffiner nos valeurs, à nous poser de nouvelles questions, à atteindre les états qui nous propulsent dans la direction où nous désirons aller et à façonner notre destinée. La sagesse des hommes ne tient pas à leur expérience, mais à leur aptitude à l'expérience. Georges Bernard Shaw. Il y a de nombreuses années, j'ai commencé à entendre parler du succès incroyable de Dwayne Chapman, un homme dont la spécialité était de retrouver et de capturer des criminels recherchés par la police depuis de nombreuses années. Mieux connu sous le nom de Dog, il était considéré comme le meilleur chasseur de primes des États-Unis. Son histoire m'a fasciné et j'ai tenu à le rencontrer pour découvrir le secret de son efficacité. Dog est un homme d'une grande spiritualité dont le but n'est pas uniquement d'arrêter les criminels, mais aussi de les aider à changer leur vie. D'où ce désir lui est-il venu? De sa propre souffrance. Jeune homme, Dog avait fait de mauvaises appréciations dans le choix de ses amis. Mu par le désir d'appartenir à un groupe, il s'est joint à une bande de motards.
les disciples du diable. Un jour, une opération de trafic de drogue a mal tourné et un des membres du groupe a tiré sur un homme, le blessant mortellement. La panique s'est emparée des membres du groupe qui ont fui le lieu du crime. Bien que Dog ne fût pas l'auteur du meurtre, dans la situation où il était, il n'y a guère de différence entre un complice et celui qui appuie sur la gâchette. Dog a été condamné à une lourde peine et a passé de nombreuses années en prison, où il a travaillé sur une chaîne de forçats au sein du système pénal du Texas. Son séjour en prison l'a tellement fait souffrir qu'il s'est mis à réévaluer sa philosophie de la vie. Il s'est rendu compte que sa souffrance découlait de ses croyances, de ses valeurs et de ses règles les plus fondamentales. Il s'est posé de nouvelles questions et a commencé à percevoir son expérience du système pénitentiaire, ses références, comme la conséquence des choix que lui avait dicté son ancienne philosophie de vie. C'est alors qu'il a résolu de changer sa vie une fois pour toutes. Au cours des années qui ont suivi sa libération, Dog a fait 1000 métiers avant de s'établir comme détective privé. Un jour, il a été cité à comparaître pour défaut de paiement de pension alimentaire, paiement qu'il n'avait pas pu faire durant son séjour en prison et pendant la période d'instabilité qui avait suivi sa libération. Au lieu de le condamner à verser des paiements qui ne se concrétiseraient jamais, le juge lui a donné l'occasion de gagner de l'argent. Il a suggéré à Dog de traquer un violeur qui avait fait plusieurs victimes dans la région de Denver. Le juge a demandé à Dog de se servir de ce qu'il avait appris en prison pour l'aider à découvrir ce que faisait le criminel et où il pouvait se cacher. Dog réussit à le livrer à la police en 3 jours, alors que les forces de l'ordre l'avaient recherché en vain depuis plus d'1 an. Inutile d'ajouter que le juge a été très impressionné. C'était le début d'une brillante carrière et, aujourd'hui, avec plus de 3000 arrestations à son actif, Dog a l'un des meilleurs dossiers du pays, sinon le meilleur. Il a réalisé en moyenne 360 arrestations par année, soit à peu près une arrestation par jour. Comment expliquer un tel succès ? Celui-ci tient certainement pour une grande part aux évaluations faites par Dog. Il interroge les proches des personnes qu'il recherche et recueille un peu partout les indices dont il a besoin. Il découvre aussi quelles sont les croyances, les valeurs et les règles des hommes et des femmes qu'il pourchasse. En connaissant leurs références de vie, il arrive à penser de la même manière qu'eux et à prévoir leurs faits et gestes avec une précision troublante. Il comprend leur plan directeur et les résultats parlent d'eux-mêmes.